Euh, je suis Marie Morvan, je suis conseillère cohésion sociale au sein d'Intercommunalité de France. Je suis accompagnée ce matin de mes collègues que je vais laisser se présenter. Romain Briot, pôle cohésion et DGA. Bonjour. Et on a aussi Julie Cotel et Simon Moreau. Bonjour, donc je suis conseillère juridique à Interfrance. Bonjour, Simon Moreau, je suis responsable du pôle institutions et droit. Donc l'intérêt aussi de le faire entre nos deux pôles, c'est de pouvoir prendre toutes vos questions, y compris sur des aspects plus juridiques, pour s'organiser là en cette fin d'année, que vous ayez tous les éléments d'information avant 2026. Donc comme je le disais, on va concentrer cette réunion sur la compensation aux communes de plus de 3 500 habitants et qui exercent l'ensemble des quatre missions d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. Brièvement, le déroulé de cette réunion, on va vous présenter, nous, côté association, le cadre de la compensation. Puis en profiter pour faire un rappel aussi des modalités de la modalité finalement de possible reversement à l'interco par la voie de la révision libre des attributions de compensation. Et surtout, voilà, exposer quelques premiers retours d'expérience de certains d'entre vous et prendre le temps d'échanger et de prendre toutes vos questions. Donc, je commence donc le cadre législatif et réglementaire. Je vais détailler ensuite, hein, mais tout démarre de la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023 jusqu'à l'arrêté ministériel récent du 22 octobre qui détaille commune par commune depuis 3 500 habitants la compensation. Pour la loi pour le plein emploi, donc rapidement, parce qu'on commence à connaître le contexte, donc toutes les communes sont autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant depuis le 1er janvier 2025. Donc pour les 4 nouvelles missions affichées à l'écran. Pour les 2 premières, toutes les communes sont concernées et c'est à partir du seuil de 3 500 habitants que les 2 suivantes deviennent obligatoires. Raison aussi pour laquelle c'est à partir de ce seuil que la compensation petite enfance s'enclenche. Donc possibilité de transfert à l'intercommunalité. Et vu qu'il s'agit de nouvelles compétences données par l'État, passage aussi sur la compensation de l'État aux communes. Donc cette rédaction, elle couvre que les communes de plus de 3 500, exclut donc les communes de moins de 3 500, et par conséquent aussi les intercommunalités qui sont au nombre de 380, sans communes de plus de 3 500 habitants. Et évidemment, les intercommunalités compétentes, quand bien même l'interco se serait organisé avec les communes, et ce dès fin 2024, pour transférer à l'échelle des statuts ou via une modification d'intérêt communautaire et y intégrer l'ensemble des 4 nouvelles missions d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. Donc quand bien même ce travail a été effectué, l'intercommunalité n'est pas compensée directement. Donc cet accompagnement financier avait déjà été confirmé dans la loi de finances pour 2025. Il fixe également les critères dont il doit être tenu compte pour la répartition de l'accompagnement financier entre les communes. Donc ces critères sont définis et présentés dans un décret du 21 juillet 2025 avec 2 indicateurs clés et le décret détaille les coefficients qui sont associés à chacun de ces 2 indicateurs. Donc un premier coefficient qui est déterminé en fonction du nombre de naissances domiciliées sur la commune sur les 3 dernières années et un second coefficient déterminé en fonction du potentiel financier par habitant de la commune.
Cette année, le PLF 2026, donc confirme, de nouveau cette compensation, aux communes, et au regard des 2 indicateurs qui ont été choisis, notamment le nombre, de naissances sur les 3 dernières années, qui donne un indicateur, évolutif, enfin qui va forcément, évoluer et bouger. Une augmentation, tendancielle prévisionnelle de l'accompagnement financier inscrit dans le PLF de cette année. Donc pour un montant, total de 87,4 millions d'euros. Ensuite, dans le détail pour, le versement pour le paiement, aux communes, de cette compensation. C'est l'Agence des services et de paiement, qui va procéder à cette mise, en paiement, et qui doit, avoir, lieu dans les 3 mois, dans un délai maximal après la publication, de l'arrêté, qui détaille, commune par commune, le montant de, la compensation. Et donc pour rappel aussi, les communes n'ont pas de démarche à faire. Il s'agit ici d'une aide, forfaitaire, non affectée et libre d'emploi. Donc cet arrêté, est paru, très récemment, le 22 octobre 2025. Un arrêté, annuel, hein, donc qui doit en appeler, un autre, sur les autres années. Pour détailler le montant, commune par commune. 22 octobre, dans un délai maximal de 3 mois concernant le versement de la compensation, et donc, a priori janvier 2026. Les communes doivent être, normalement, notifiées, de l'arrivée, du paiement par l'ASP, par l'Agence des services et de paiement. Ça sur, l'aspect, voilà, du cadre. J'en profite ici pour, rappeler que, à côté de, voilà, de l'accompagnement un peu technique, qu'on propose, aux adhérents, on a porté et grâce à vos retours d'expérience, un plaidoyer au niveau national et ce depuis, le début de la loi pour le plein emploi, pour que les, intercommunalités compétentes, à la majorité, hein, on a plus de 900 intercos, qui sont compétentes, donc quasiment plus de 27 000 conseils municipaux qui ont fait le choix depuis des décennies de transférer la compétence petite enfance. Et donc on a vraiment, usé de tous les canaux, que ce soit auprès, des parlementaires, de la presse, à travers, des enquêtes, auprès, des directeurs et la parole de nos élus, référents sur le sujet, pour montrer à quel point l'interco agit et la bonne échelle, en fait, pour, gérer cette politique publique, au local. Mais on reste, sur un déroulé, sur une affaire, assez absurde avec, des communes qui ne sont plus, compétentes, qui même ont transféré ces nouvelles compétences, et qui vont être, compensées financièrement, pour des compétences qu'elles n'exercent plus. Sans parler, hein, des, près de 400 intercos, 100 communes de plus de 3 500 habitants, donc qui pourront pas s'organiser, via la révision des attributions de compensation. Un mot aussi sur cette modalité. Donc on nous a toujours envoyé, dans cette histoire, au droit commun, donc à la révision des attributions de compensation, ce qui pose, quand même plusieurs difficultés, notamment, notamment en termes d'organisation, hein, ne serait-ce que quand on voit le calendrier, avec un arrêté ministériel qui date d'octobre 2025. Pour s'organiser, en 2025, ça fait un peu juste, d'autant que, voilà, beaucoup d'entre vous se sont organisés dès 2024 sur la partie des statuts. Donc tout ceci, on a pu le faire remonter. Sans plus attendre, et parce que là, je termine sur, la révision libre des attributions de compensation, je vais passer la parole à ma collègue, Julie Cotel, conseillère juridique, pour justement, un petit temps, sur, le cadre, hein, de révision, des AC. Donc lorsque ça sera possible,
pour les intercos qui comptent dans le groupement une ou plusieurs communes de plus de 3 500 habitants. Oui, et donc comme vous l'indiquez, Marie Morvan, la loi Plein Emploi ne prévoyant uniquement ne prévoyant que la compensation des communes, cela entraîne 2 conséquences. Premièrement, les intercos ne sont pas visés dans la loi par le mécanisme de compensation et deuxièmement, la loi ne prévoit pas non plus de reversement obligatoire de cette compensation par les communes à l'intercommunalité. Et donc c'est pourquoi le mécanisme de la révision libre des attributions de compensation constitue de manière générale, le seul flux financier, enfin, un des seuls flux financiers entre les communes et l'intercommunalité, et c'est celui qui va s'appliquer en l'espèce pour pouvoir reverser la compensation financière à l'intercommunalité qui serait perçue par une ou plusieurs communes membres sur vos territoires respectifs. Bien sûr, cette solution, et on l'a souligné auprès des services de l'État, elle est insatisfaisante sur plusieurs aspects. Premièrement, la procédure de révision libre des attributions de compensation nécessite nécessairement d'obtenir l'accord de la ou des communes qui seraient concernées par la révision de leur montant d'attribution de compensation. Donc, si cet accord n'est pas obtenu, il constitue un obstacle à l'engagement de cette procédure, en tout cas à son application. Et deuxièmement, le montant des attributions de compensation, vous le savez très certainement, ne peut pas être déterminé, enfin, en tout cas, sa modification ne peut pas être, déterminée de manière pluriannuelle. Et donc le montant d'attribution de compensation révisé dans le cadre des délibérations que vous pourriez adopter pour le reversement de la compensation devra être modifié chaque année en fonction de la compensation qui serait perçue par les communes, et versée chaque année par les services de l'État. Vous ne pouvez pas indiquer dans vos délibérations, par exemple, que le montant, de la compensation qui serait intégré dans les attributions de compensation, sera automatiquement indexé sur les montants qui sont prévus dans les arrêtés. Voilà. Et alors oui, une petite question dans le chat et on peut déjà d'ores et déjà la mentionner pour, l'évacuer. Beaucoup d'entre vous nous ont sollicité à propos d'un mécanisme qui serait, un reversement conventionnel, donc par des délibérations concordantes adoptées entre les communes et l'intercommunalité pour s'accorder finalement sur, ce reversement. Malheureusement, ce dispositif, même s'il pourrait avoir, dans certains territoires l'aval des comptables et des préfectures, n'est juridiquement, pas une bonne solution dans la mesure où vous n'avez aucune assise, législative qui permet d'avoir des reversements conventionnels entre les communes et l'interco et malheureusement la situation spécifique de la compétence petite enfance n'échappe pas au droit général, applicable, en la matière. Une autre slide juste pour résumer. Heu, oui et effectivement, donc ce sont uniquement seules les communes qui vont percevoir une compensation, qui, vont devoir délibérer pour accepter la modification de leur montant dans le cadre de la procédure libre de révision des attributions de compensation. Cette procédure, elle est d'abord initiée par une délibération du conseil communautaire, qui est adoptée à la majorité des 2 tiers et ensuite elle nécessite l'adoption d'une délibération concordante du ou des conseils municipaux des communes membres qui sont concernées uniquement, et cette fois-ci à la majorité, absolue des suffrages exprimés, mais c'est la majorité simple qu'on connaît, habituellement dans les conseils pour l'adoption des délibérations. Sur la question dans la discussion concernant donc la pérennité de la compensation aux communes, euh, ça on ne peut pas en être, on peut pas en être certain. En tout cas, au regard des indicateurs sélectionnés pour répartir le montant de la compensation, euh, donc, nombre de naissances, sur les 3 dernières années sur la commune et le PF, des habitants de la commune, oui, la compensation, devrait, évoluer, et là, cette année, dans le PLF 2026, elle évolue, à la hausse. Donc les communes qui sont concernées par la compensation, ce sont les communes de plus de 3 500 habitants, pour l'exercice des 4 nouvelles, missions d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant.
puisque c'est le seuil à partir duquel le bloc des 4 missions devient obligatoire. Oui, c'est merci, c'est celui-là qui est je cherche pas. Et les conventions de gouvernement. Comment vous voulez faire? Oui, des retours d'expérience. Alors nous, ce qu'on a proposé comme amendement, qui n'a pas été retenu dans le PLF cette année, c'est un fléchage, une possibilité de fléchage vers l'interco. Et du coup, oui, en deuxième partie là, de réunion, on va voir quelques retours d'expérience sur l'organisation concernant les attributions de compensation. On va comme ça sur les retours d'expérience. Alors, en retour d'expérience, je ne sais pas si Céline Boursier est connectée et prête pour prendre la parole quelques minutes. Je suis là, Marie, vous m'entendez? Oui, merci beaucoup. Bon. Bonjour à Allez-y, tous. Désolée, j'ai raté le début de la réunion. Sur une question particulière, Marie, vous voulez que j'intervienne ou globalement? Non, mais sur comment là vous vous êtes organisé à l'échelle de Cœur de Chartreuse, là fin 2025 et puis pour l'année à venir. Alors, on n'est pas du tout exemplaire, puisque nous, on était plutôt partis sur une idée de reversement conventionnel. Et donc, je viens d'entendre les propos de votre collègue en charge des affaires juridiques. Donc, on va se plier, comme tout le monde, à travailler sur la révision libre des attributions de compensation. C'est un travail technique, du coup, qu'on n'a pas encore fait. Voilà. Après, dans nos communes, on vient seulement d'avoir la notification. Euh, Quand on pense que le service public petite enfance, c'est l'affaire, enfin, en tout cas, est mis en œuvre depuis le 1er janvier 2025, c'est assez euh, dérangeant, mais je crois que la plupart des élus savent de quoi on parle dans tout ce qui est nouvelles décisions de notre gouvernement. Excusez-moi, j'ai pris la parole sans me présenter. Donc, je suis Céline Boursier, maire de la ville de Saint-Laurent-du-Pont, 4600 habitants, et vice-présidente à la communauté de communes Cœur de Chartreuse en charge de la petite enfance et du handicap. Voilà. Et donc, je suis exactement l'exemple dont vous venez de parler de ces communautés de communes qui ont qu'une seule commune de plus de 3500 habitants, c'est-à-dire la mienne. Et donc, ma commune va percevoir le montant qui lui est attribué pour un service qu'elle ne rend pas à la population. Et donc, on est, comme vous tous, j'imagine, dans l'embarras. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, j'ai eu la chance d'être la voix d'intercommunalité de France sur les différentes discussions et notamment on a pendant 18 mois milité pour que ces attributions soient directement versées aux communautés de communes, ce qu'on n'a pas réussi à obtenir pour l'instant. C'est tout ce que je peux dire en retour d'expérience, je crois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Céline. Et pour continuer avec les retours d'expérience, on va passer au balcon du Dauphiné. Donc, Amandine Mess, Oui, je t'ai vue connectée. Je oui. sais pas si Bonjour, vous vous m'avez m'entendez? Oui, Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, Amandine May, je suis la directrice de cabinet de Monsieur Brenier, qui est le président des balcons, qui s'excuse de son absence aujourd'hui. Alors, nous, les balcons du Dauphiné, on est en Isère, en Nord-Isère, 82 000 habitants, 47 communes, et une compétence au niveau de la petite enfance qui se caractérise, alors je reprends, par 11 structures d'accueil, 3 pôles relais petite enfance, avec 3 animatrices relais petite enfance sur chaque pôle. Juste pour faire un bref retour d'histoire, nous sommes une interco qui a fusionné en 2017 avec des compétences qui étaient un petit peu différentes et exercées de manière un petit peu éparse sur la question de la petite enfance. Ça a été une négociation âpre. Du coup, les élus ont décidé que la petite enfance allait être globalisée et gérée de manière
global par l'Interco dès 2017. Donc on avait encore des délégations de services publics, etc. On a préféré tout, je dirais, tout remunicipaliser. Et depuis 2020, on exerce l'intégralité de cette compétence sur les 47 communes. Globalement, qu'est-ce que ça implique? Ça implique la question d'une modification statutaire. Et dernièrement, et comme Céline Boursier en a fait état, nous aussi, on s'est battu et le président s'est battu pour qu'on puisse avoir une intégration dès la publication de la loi plein emploi du reversement de cette possibilité ou de mentionner que les groupements de communes étaient aussi compétentes, parce qu'il n'y a pas que les communes qui gèrent l'autorité, qui sont organisatrices de la petite enfance, il y a aussi les groupements d'interco. Donc nous sur la Comcom, on a 6 communes qui accueillent qui ont plus de 3500 habitants, qui accueillent des structures petite enfance, donc qui sont concernées par le versement de cette prime. Donc c'est globalement nous un reversement de l'ordre de 150 000 euros. Réparti, c'est à peu près 24 000 euros par structure, alors peu ou prou pour certaines. Donc voilà. Dès le mois de décembre 2024, en fait, on a procédé à une modification de l'intérêt communautaire. Donc, on y est allé sur cet intérêt communautaire. Concrètement, ce que nous mettons en place, on met en place l'observation territoriale avec un indice de tension communale qui est en cours de définition pour permettre et pour définir le développement de l'offre d'accueil publique et privée. Un travail d'analyse des données qui va être de demande de garde qui va être renforcé avec les RPE. Et ce qui existe déjà, c'est un guichet RPE en place qui répond à un axe de l'autorité organisatrice de la petite enfance. Donc, on montre bien qu'on est proactif et une commission partenariale CAF département Comcom qui reçoit les porteurs de projets privés et les MAM pour l'analyse des projets. Ainsi, il est complété aussi par une association de la commune qui peut accueillir le projet. Concernant les dotations de l'État, donc je vous l'ai dit, ça concerne 6 communes chez nous. Et du coup, on est allé tout droit, clairement. On a évoqué ça en commission d'évaluation des charges transférées. Les élus nous ont dit, mais il n'y a aucun problème, nous, on ne gère pas la petite enfance. C'est vous qui la gérez depuis très longtemps. Alors, ça fait plus de 15 ans pour certaines structures. Et en fait, les communes ne se voyaient pas du tout conserver cette manne financière, même si elle n'est pas affectée. Et il leur paraissait tout à fait nécessaire de la reverser pour le fonctionnement de l'interco. Ce que j'ai pas précisé, c'est que la compétence petite enfance et enfance constitue plus de 60% de nos effectifs. Et ça fait voilà, un volume en termes de masse salariale qui est non négligeable. On a des process de formation, on est en cours de labellisation la belle vie. Donc en fait, les communes nous disent, oulala, mais nous, on ne veut pas du tout reprendre ça et on ne veut pas cet argent-là non plus. Et donc, on va se mettre en ordre de marche pour faire la révision libre des AC dès 2026. Donc, tout le process est en cours chez nous. Par contre, on a eu une discussion avec les élus, mais elle a été plutôt franche, elle a été plutôt directe et on s'est vite aperçu que comme on maîtrise quand même notre sujet en matière de petite enfance, on n'a pas eu de communes qui nous ont dit non mais nous on garde l'argent et en fait voilà ça nous est dû, c'est comme ça, la loi elle est comme telle. Voilà, on voit bien que le groupement quand il est un peu fort, quand il est un peu staffé, bah ça fonctionne derrière. Voilà ce que je peux vous donner comme retour d'expérience aujourd'hui. Et on n'est pas embêté par la préfecture qui n'est pas venue nous chercher sur la question statutaire ni d'intérêt communautaire. Ok, merci beaucoup Amandine pour ce retour. On va passer à 2 autres retours. Donc là, on a eu 2 communautés de communes. On va donner la parole aussi à 2 agglos pour voir aussi en fonction des configurations territoriales différentes. Carcassonne, agglomération, je ne sais pas sinon là les participants. Oui, je suis là, Marie. Marilyn. Bonjour. Bonjour. Marine Cazeneuve, directrice générale adjointe en charge de l'enfant, jeunesse, famille à Carcassonne Agglo. Donc, nous, on est un peu différents dans le sens que nous avons écrit, puisque nous avons 3 communes nous, de plus de 3500 habitants, donc on est une grosse agglomération de 120 000 habitants à peu près, 83 communes, et nous avons la particularité de gérer plus de 80% de tous les établissements petite enfance en direct.
Donc, nous avons trois communes qui sont concernées puisqu'elles ont plus de 3500 habitants, ce qui équivaut à un montant financier de 101 000 euros à peu près, hein, donc répartis entre les trois communes. Donc, nous avons écrit à ces trois communes des réceptions de l'arrêté. Donc, je ne sais pas s'ils ont eu les notifications, je ne sais pas quand c'est qu'ils auront le versement des sommes attendues. Euh, donc, à aujourd'hui, c'est assez complexe pour nous puisque nous n'avons pas automatiquement de réponse de ces communes. Et on va essayer, donc, sans réviser les AC, de titrer ces sommes-là et voir comment ça réagit pour pouvoir les récupérer. Voilà. De manière plus générale, sur le SPPE, donc nous sommes en train de finaliser l'organisation puisque nous avons 5 RPE sur le territoire répartis équitablement. Nous sommes en train d'essayer de finaliser que ces RPE soient guichet unique dès la rentrée dès janvier. Également, nous sommes en train de récupérer des données CAF pour avoir un diagnostic un peu plus précis sur la petite enfance, puisque aujourd'hui nous sommes en CTG, donc nous n'avons pas l'obligation du schéma pluriannuel, bien que notre CTG est renouvelable en 2027. Donc dès 2026, on va commencer à travailler sur un schéma pluriannuel. Voilà, nous intégrons beaucoup la CAF à nos réflexions. Plus compliqué le département. Euh, donc là, on est en pourparlers avec le département pour notamment intégrer le COTEC, on souhaiterait créer un COTEC pour la vie de là-haut. Également, nous sommes en préparation d'un prochain conseil d'administration, puisque c'est le CIAS chez nous qui a la délégation de compétences de l'EPCI, pour rédiger un règlement d'avis de là-haut pour éviter les contentieux, puisque c'est ce qui nous fait un peu peur aujourd'hui. C'est aussi pour ça que donc, on a la chance de ne pas avoir de porteurs de projets privés qui nous ont tapé à la porte. Mais voilà, on essaye de travailler sur un règlement qui nous permettrait d'avoir des éléments très objectifs pour donner avis et éviter si possible les contentieux. Je crois que j'ai fait le tour. Marie, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas. Non, non, c'était ça, hein, sur votre organisation, sur la compensation, et puis qu'on puisse bien voir en fonction de comment y ranger la compétence dans les statuts ou pas, et voilà comment ça impacte aussi la réalité territoriale sur cette politique à l'échelle de chacun. Je vous propose, et ensuite on va ouvrir les échanges, qu'on passe au dernier retour d'expérience de Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Là aussi, je ne sais pas si Christophe Baucher est connecté, mais j'ai vu Karine Rondeau. Oui, je suis là, Marie. Et Karine est également présente, elle pourra compléter si besoin. Bonjour tout le monde. Donc, Saint-Brieuc-Armor Agglomération. On voit que les situations sont différentes hein, selon les territoires. Nous, 32 communes, 155 000 habitants. Alors, la particularité sur la petite enfance, c'est qu'on a une compétence qui est restée finalement partagée entre l'agglomération et les communes, puisque nous avons un RPE avec 10 animatrices et 2 crèches également, suite à la fusion des EPCI en 2017. Mais par contre, les grosses communes de l'agglomération ont conservé leur propre crèche. Donc, on est vraiment sur une compétence partagée. Alors, depuis plusieurs années, donc, on a mis en place au niveau de l'agglo, au-delà de nos compétences strictes RPE et crèche, donc comme nous disait tout à l'heure la collègue, une CTG. Alors, une CTG qu'on a élaborée sur un projet territorial 0-30 ans. Et puis, on a également élaboré un schéma intercommunal petite enfance. Donc, nous avions déjà engagé ces démarches-là. Nous avons aussi une commission qui existe depuis plusieurs années maintenant, en charge de donner un avis sur les nouveaux multi-accueils privés du territoire. Donc, notre approche, c'était vraiment que l'agglomération soit animateur de la petite enfance sur le territoire. Et puis, donc, dans ce cadre-là, nous avons un COPIL petite enfance qui réunit les 32 adjoints, donc les adjoints de chaque commune, qui peuvent venir accompagner par leur service. Et ce COPIL, il associe la CAF et puis différents partenaires locaux. Donc, ce COPIL, il est présidé par notre vice-président. Je ne me suis pas présenté, moi je suis DGA à l'agglomération de Saint-Brieuc. Donc, le COPIL est présidé par le DGA, par le VP, et pas le DGA. Et puis, l'élu
plus spécifiquement en charge de la petite enfance. On a un binôme d'élus qui travaille sur le sujet. Alors, à l'apparition de la loi, pour nous, il était quand même évident qu'on était de fait à OAJE avec tout ce qu'on avait pu engager. Mais suite aux échanges que l'on a pu avoir, notamment avec la préfecture, les retours que l'on avait du ministère, les échanges qu'on a pu avoir avec vous, bon, il a paru nécessaire chez nous de devoir modifier notre intérêt communautaire. On a hésité, modification des statuts, modification de l'intérêt communautaire. Il y a eu un moment de flou là. Ça a pris un certain temps. Donc finalement, modification de l'intérêt communautaire. C'est quand même un peu plus souple. Et puis également, le travail qui a dû être mené, c'est sur la question de la dotation, hein, ce qu'on évoque aujourd'hui. Euh, donc là, il a fallu attendre, voir qu'est-ce que signifiait aujourd'hui la dotation sur notre territoire. Nous, on a 12 communes de plus de 3500 habitants, donc qui potentiellement reçoivent de la dotation. Donc, c'était pas neutre, hein, ça faisait un montant qui n'était pas neutre à l'échelle de l'agglomération, plus de 300 000 euros. Et donc, on a fait un travail cet été, notamment avec Karine, pour voir comment on pouvait avancer juridiquement et sur le plan financier euh, pour aborder les deux choses de façon parallèle. Donc, la chance que l'on a au niveau de l'agglo, c'est qu'on a une gouvernance partagée et puis qui s'appuie beaucoup sur la conférence des 32 maires. Et donc, en septembre, on a pu proposer à la conférence notre proposition. Que l'agglomération donc soit à OAJE et puis de répartir la dotation à 50-50. Donc 50% pour l'agglo et les communes de plus de 3500 habitants gardant les autres 50%. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, compétences un peu partagées quand même sur le territoire. Et donc, on a historiquement ce travail en commun. Et on ne voulait pas que la OAJE remette en question ce travail en commun, cette volonté de travailler ensemble. Donc, après septembre, le calendrier s'est un peu accéléré puisque au Conseil d'octobre, on a voté deux délibérations. Une délibération sur l'intérêt communautaire, précisant donc que l'agglomération était AOAJE sur les 4 compétences. Et on a également pris une délibération politique actant les 50-50. Donc la préfecture a réagi tout de suite en disant cette délibération-là, elle ne suffit pas, il va falloir maintenant mettre en place euh, les procédures juridiques. Et donc on réunit la CLECT ce soir. Alors j'espère que ça va bien se passer. On réunit la CLECT ce soir qui doit acter le montant, puisque les CLECT valident des montants et non pas des principes. Donc elle va normalement valider les montants selon la répartition à 50-50. Donc, on va avoir une DAC pour les communes de plus de 3500 habitants qui va se voir retrancher les montants correspondant à 50% de la dotation qu'elles vont percevoir. Donc là, ce que je n'ai pas dit également, c'est je remercie les services d'intercommunauté de France qui cet été nous ont transmis une estimation de la dotation que les communes percevraient cette année, ce qui nous a permis de bien avancer et d'avoir une vision concrète et précise de ce montant de dotation qui jusqu'alors restait quelque chose d'assez flou. Les communes avaient vraiment du mal à croire qu'elles auraient cette dotation, ne savaient pas vraiment où est-ce que l'on allait. Et grâce au service d'intercommunauté de France, on a pu avoir ces montants par commune et donc cette consolidation à l'échelle de l'agglomération euh, qui nous a permis d'avancer à la fois en interne, puisque moi, il a fallu que je présente le fait que l'agglomération deviendrait AOAJE sans prendre les 100% de dotation. Donc, voilà, il y a eu une négociation en interne et puis une négociation politique ensuite en conférence des maires. Donc, ce soir, la CLECT, j'espère que ça va bien se passer. Et puis ensuite, c'est la procédure, donc délibération du Conseil d'agglo dans 2 jours, le 18. Et puis ensuite, ce sera soumis aux communes, puisque comme vous le disiez, les communes doivent ensuite délibérer sur le montant de DAC. Et donc, on peut imaginer, je le crains d'ailleurs, que peut-être une, peut-être deux communes refusent de nous reverser ce montant de DAC qui aura été validé par la CLECT. J'ai cru entendre également tout à l'heure que les communes avaient eu la notification des versements. Donc là, c'est un point d'interrogation. Nous, on n'a pas ces informations-là au niveau de l'agglomération, puisque ça reste à l'échelle communale. Donc c'est un point. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne à l'agglomération, on n'était pas du tout. On ne souhaitait pas, on n'était pas, comment dire, partisans de solliciter 100% de la dotation, ce qui aurait mis en difficulté
la prise en charge de l'AOAJE à l'échelle de l'AGO, parce qu'on a quand même des communes importantes qui, comme je le disais tout à l'heure, ont des services petite enfance et ont des actions dans le domaine de la petite enfance. Et puis également, ce qu'il a fallu, c'est rassurer les communes de moins de 3500 habitants, parce que là, on parle des communes de plus de 3500 habitants et des enjeux financiers pour elles. On a aussi les communes de moins de 3500 habitants. Donc, il a aussi fallu les rassurer en leur disant que on continuerait bien évidemment d'intervenir au niveau de l'agglomération à l'échelle des 32 communes, plus de 3500, mais aussi moins de 3500. Voilà, et puis maintenant, on est aussi en train de préparer la suite. On doit délibérer en février. Alors, la période préélectorale n'est pas forcément évidente, mais normalement, on doit délibérer au Conseil de février pour mettre en place une commission locale d'examen des projets d'établissements privés, la CLEPEP, une nouvelle instance que l'on va mettre en place, puisque en étant à OAJE, on va devoir désormais donner un avis. On a déjà des projets qui arrivent. Et puis, on va également, bien évidemment, commencer à travailler sur le schéma avec les questions qui se posent sur la connaissance des besoins, la connaissance de l'offre, etc. Donc là, on a vraiment besoin de pouvoir s'appuyer sur les CAF notamment, mais on travaillera aussi en lien étroit avec les communes. Voilà où est-ce qu'on en est sur Saint-Brieuc. Donc on a avancé, il reste encore quelques questions, mais je pense qu'on a réussi à bien avancer ces dernières semaines dans un rythme assez rapide et en période préélectorale pas facile. Merci Christophe pour ce retour très complet et on voit bien entre vous quatre les différences en effet en termes d'information, configuration et d'impact de la compensation, d'organisation et institutionnelle et politique. Ce qu'on vous propose, c'est d'ouvrir un temps d'échange, de questions. Si là, donc pour l'ensemble des participants, vous avez des questions aux 4 territoires qui viennent de s'exprimer, mais aussi des questions au pôle cohésion sociale et institutions, droit et administration. On est à votre disposition. Et puis, c'est aussi un temps pour vous, pour effectuer aussi un retour d'expérience sur votre situation et votre perspective d'organisation là actuellement donc sur cette question de la compensation. Et j'en profite juste pour indiquer, mais Romain va le mettre aussi dans la discussion, a été évoqué plusieurs fois, enfin toutes vos perspectives aussi sur l'ensemble du SPPE. Donc aussi les questions de schéma, d'organisation en commission pour délivrer l'avis. On a fait en septembre dernier un webinaire avec la CNAF sur les observatoires locaux de la petite enfance, où sont abordés tous ces enjeux. Et le replay est disponible sur le site. Céline, vous levez la main. Non. Donc, on va commencer à prendre les questions. N'hésitez pas voilà, à lever la main, puis activer votre caméra, vous présenter rapidement. Je vois. Oui, Céline, allez-y. Oui, pardon, excusez-moi. Du coup, donc toujours Céline Boursier pour Cœur de Chartreuse, 17 000 habitants, 17 communes, une compétence totalement gérée par la communauté de communes. Je voulais savoir, Marie, si vous aviez, dans les derniers échanges avec nos partenaires institutionnels, eu un espoir pour nous de faire reconnaître la compétence petite enfance à hauteur de 17 000 habitants plutôt qu'avoir une compensation pour 3 500 habitants, enfin 4 600 pour ma commune. Voilà, sur la question de la compensation directe à l'intercommunalité, c'est bloqué au national. Et surtout, enfin, en fait, nous, ce qui nous ennuie, c'est que du coup, on a une compensation financière, et je pense que c'est le cas de plusieurs d'entre nous ce matin, une compensation pour 4 600 habitants de la commune de Saint-Laurent-du-Pont, mais pas pour les 17 000 de la communauté de communes, quoi. Oui. Oui, Voilà. tout de base et c'est l'échelle communale qui a été prise de base pour définir ce que sont les nouvelles autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. Et ensuite, dans les modalités de calcul, tout est pris à l'échelle de la commune. Donc, ça n'a pas avancé. Je vous remercie, Marie. En fait, tout découle de l'erreur de base qui a été faite dès le début des travaux parlementaires,
par le gouvernement et le Parlement de l'époque, en 2023, ils sont partis du principe que la petite enfance relevait d'une compétence communale, en tout cas était pilotée principalement par les communes. Et en fait, tout part de cette erreur. On prend les questions. Donc d'abord Juliette Brouat et puis Antoine Lancré. Oui, bonjour. Donc Juliette Brouat, coordinatrice du projet social de territoire à la communauté de communes de la Matésine. Une question donc plus pour Monsieur Borcher. On est un peu dans la même configuration de compétences partagées à plus petite échelle, puisque nous, c'est 43 communes, 20 000 habitants. Mais du coup, si j'ai bien compris votre démarche, cette compensation à 50-50, elle va devoir repasser en CLECT chaque année en fonction de l'évolution des compensations de l'État. C'est bien ça? Oui, effectivement, c'est ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que comme la dotation perçue par les communes va évoluer chaque année, de toute façon que ce soit 50-50 ou 100%, ça ne change pas grand-chose. Elle évoluera chaque année. Donc chaque année, il y aura une collecte et donc le montant de dotation qui évoluera. Et donc le 50-50 évoluera aussi, oui. Donc Ok. tous les ans, effectivement, on aura cette instance à réunir et il faudra qu'il y ait à nouveau des délibérations, ce qui est particulièrement lourd. Ah oui, oui, oui. Bah oui. Particulièrement lourd, mais comme l'État, le montant de dotation versé par l'État peut évoluer d'une année sur l'autre et on ne sait pas du tout à horizon 2, 3, 4, 5 ans quel sera le montant de cette dotation. Est-ce qu'il il sera toujours à ce niveau-là? Est-ce qu'il va augmenter ou est-ce qu'au contraire il va diminuer? On ne peut pas s'engager sur une dotation pérenne, on ne peut pas s'engager sur un accord pérenne avec les communes. Donc on est parti sur le principe 50-50 et chaque année, il y aura une délibération. De toute façon, chaque année, au niveau de l'agglomération, il y a une délibération sur la DAC, puisqu'on a plusieurs compétences qui sont examinées. Là, ce soir, on a par exemple sur le PLUI, où on a aussi l'examen. Donc, de toute façon, les communes, tous les ans, doivent délibérer sur le montant de DAC. Donc, voilà, il y aura juste ce sujet-là qui se rajoutera. Est-ce que ça veut dire que le 50-50, il est un petit peu sécurisé et c'est le monde, enfin c'est ou pas? C'est ça que je. Alors, le 50-50, donc nous, on l'a acté politiquement à la conférence des maires, mais ça n'est qu'un accord, un accord politique de principe. Et D'accord. donc ensuite, il va y avoir la CLEC qui se réunit ce soir, et donc avec le montant, ce ne sera pas du 50-50 ce soir, ce que la CLEC va acter, c'est le montant qui correspond aux 50%. D'accord? Donc une commune qui perçoit 20 000, donc elle va se voir retirer 10 000 de sa DAC. D'accord? Mm. Et donc, ces 10 000-là, ensuite, ils sont retirés tous les ans, sauf s'il y a une modification de ce montant-là dans le cadre d'un nouvel accord et d'un nouveau calcul au niveau de la CLECT. Ouais. D'accord? Mais ce montant-là, il sera acté. Et ensuite, il évoluera chaque année selon la dotation perçue par la commune. Mais ce montant-là sera acté. La proportion est actée, pas le La montant, la proportion et proportion. le montant. Le montant, il est acté. Le montant de DAC, il est acté. Et ensuite, il peut être Oui, tous c'est les ça, ans, mais il peut. il peut évoluer tous les ans. Mais ce sera le Ok, montant de base. ok, merci. Antoine Lancré, Pays Bigoudin Sud. Oui, bonjour. Merci de nous donner la parole. Nous, on voulait vous faire un retour d'expérience. Nous sommes un territoire communautaire composé de 12 communes, dont la moitié de plus de 3500 habitants. Donc aujourd'hui, les compensations aux communes représentent une manne financière d'environ 150 000 euros. Nous suivons les travaux liés à la loi plein emploi depuis le début et on remercie d'ailleurs Intercommunalité de France pour tout le travail qui a été mené sur cette longue période qui a permis quand même d'être régulièrement éclairé par rapport aux dispositifs qui sont en place. Aujourd'hui, nous, on en est à un stade où nous avons modifié nos statuts communautaires en intégrant les 4 items de la loi, plus un 5e item lié à la gestion des établissements d'accueil du jeune enfant. Et nous avons délibéré lors du conseil de début décembre sur les attributions de compensation avec la révision libre
afin de récupérer la totalité des sommes qui ont été fléchées auprès des 6 communes de notre territoire. Le vote s'est fait à l'unanimité. Pour autant, ça a été générateur de quelques débats de communes qui ne comprenaient pas pourquoi il était intéressant, voire fondé, que ces sommes soient reversées à l'EPCI, puisque nous étions porteurs de la compétence dans sa globalité. Voilà. Je pense que l'opportunité de pouvoir recevoir quelques dizaines de milliers d'euros pour certaines communes avec des budgets un peu serrés, c'est un peu compliqué de devoir ensuite reverser aux EPCI. Pour autant, ça a été voté en conseil communautaire. Maintenant, il appartient aux communes du territoire de faire passer des délibérations concordantes en conseils municipaux, et c'est peut-être là qu'il pourrait y avoir quelques difficultés de compréhension pour les élus locaux ne participant pas aux instances communautaires et n'étant pas forcément au fait des compétences de l'EPCI auxquelles ils appartiennent. Voilà le retour d'expérience que nous souhaitions vous partager. Et je partage aussi l'idée que les observatoires locaux de la petite enfance vont devenir indispensables, puisqu'on voit bien que les indices démographiques sur nos territoires sont quand même relativement fluctuants, avec différents scénarios en matière de démographie, et que ceci va venir fortement impacter les potentiels indemnités que nous pourrions recevoir à l'avenir, si tant est que ces indemnités soient pérennes dans le temps, puisque sur d'autres dispositifs, on voit que parfois l'État amorce la pompe sur des prises de compétences, et sous 3 à 5 ans, malheureusement, les financements disparaissent. Pour preuve, les conseillers numériques qui sont bien implantés sur nos territoires, qui ont créé un besoin et qui devraient malheureusement disparaître peut-être dans les mois à venir. Voilà, mais c'est un autre débat. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre retour, hein, effectivement, chargé aussi d'enjeux partagés. Avant de vous passer la parole, Laurence, Simon Moreau propose un point de repère sur la CLECT, puisqu'on commence à l'aborder pas mal dans les échanges. Oui, pour que vous ayez les éléments de ce qui relève des obligations posées par la loi, et ensuite de choses là, qui relèvent de votre fonctionnement propre à chaque fois et de ce qui vous semble pertinent pour la réunion de la CLECT. La réunion de la CLECT, si on prend uniquement ce que la loi demande, elle est réunie lorsque le périmètre de vos compétences change, en plus vers l'interco ou en moins, donc c'est-à-dire de restitution vers les communes membres. C'est le seul cas où on vous demande vraiment juridiquement de réunir la CLECT, parce que c'est son rôle de se mettre d'accord sur ce qu'entraîne en matière de transfert de charges dans un sens ou dans l'autre la nouvelle rédaction des compétences dans les statuts. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect obligation, ce qui n'empêche pas que, c'est ce qu'on observe très souvent avec Julie Cotel, dans beaucoup d'intercommunalités, la CLECT se réunisse davantage, évidemment, comme ce que vous exposiez, Monsieur Baucher, pour Saint-Brieuc, Armor Agglomération. Mais c'est pour que vous ayez ces éléments de repère sur à quel point la CLECT est requise. Ça veut donc dire que, pour le prendre autrement, votre compétence a vocation, dans chacune de vos intercommunalités, à être stable sur les années qui viennent, même si donc, la compensation, elle, est appelée à évoluer très certainement. La CLECT vous n'aurez pas d'obligation juridique à réunir à nouveau la CLECT, même si vous devez réadopter des montants nouveaux d'attribution de compensation libre. La logique du législateur, c'est que de toute façon, vous adoptez à ce moment-là des attributions de compensation libres à partir de charges qui, elles, ont déjà été évaluées dans leur transfert à l'intercommunalité. Merci Simon. Laurence Josselin-Hart, vice-présidente de la communauté de communes Hainaut-la-Petite-Pierre, vous aviez une question aussi? Ouais, enfin, ce n'est pas une question. Je pense que monsieur vient de répondre parce que j'ai vu beaucoup de confusion par rapport à la CLECT. Par contre, il faut qu'elle se soit déjà réunie et qu'on joigne un compte-rendu par rapport à la démarche de la délibération. Parce que nous, on va le faire en janvier. Le président voulait que les sommes aient été notifiées avant de le faire. Mais il faut qu'il y ait une réunion de la CLECT, mais qu'il n'y ait pas de lien direct avec la compétence. Voilà, je pense que là, c'était une des questions quand j'ai vu pas mal de questions dans la conversation, mais vous avez clarifié. Et c'est vrai que c'est ça qui peut un petit peu redouter et faire peur, entre guillemets, parce qu'on a certains élus qui ne sont pas toujours trop d'accord avec les AC.
Et voilà, il peut y avoir des réticences, mais je pense qu'il y a eu un témoignage. J'ai pas de caméra, hein, je suis désolée, aujourd'hui, elle est en panne. Un témoignage en disant si on exerce la compétence depuis très très longtemps et il n'y a eu aucun transfert de charge, donc il n'y a pas d'enjeu, mais certains élus peuvent profiter de ces délibérations un peu contraintes et forcées pour jouer là-dessus, en fait. Voilà, c'est ce qui explique peut-être un peu des doutes et des interrogations dans certaines instances délibérantes. Voilà, je crois que Romain, en effet, je pense que on a loupé peut-être ça et on n'a pas forcément été aidé par d'autres associations d'élus par rapport à l'écriture, en effet, pour les EPCI, alors que la plus grande majorité des EPCI exercent cette compétence. Voilà, donc peut-être que ce sera corrigé sur la durée, on peut espérer. Voilà, merci en tout cas pour les interventions, hein. Et joyeux Noël, et je vous laisse parce que je suis à la deuxième visio et j'enchaîne encore avec une autre. Voilà, donc bonne journée à tous. Au Merci revoir. Laurence, bonne journée. Alors oui, Madame Otazutoulet, je crois que c'est La Cortez. Véronique Otazutoulet, si vous aviez une question, vous pouvez activer votre micro. Vous m'entendez là? Et vous Oui. aussi? C'est bon. C'est bon, merci. Ça marche, très bien. Donc bonjour, moi je suis DGA d'une intercommunalité, La Cortès, 60 communes et 55 000 habitants. Et l'Interco exerce sa compétence petite enfance depuis quelques années, de façon pleine et entière. Je voulais revenir sur le mécanisme de récupération des allocations qui effectivement chez nous vont être versées à 4 communes qui sont concernées. La convention de reversement est un dispositif qui a été utilisé, enfin en tout cas évoqué par certains d'entre vous. Je crois que c'est Carcassonne qui l'évoquait. Mais sur le département du 64, plusieurs intercos l'imaginent également. Quel est le risque juridique si les assemblées délibérantes, tant au niveau des municipalités concernées que de l'intercommunalité et éventuellement les services de la préfecture, sont d'accord sur ce mécanisme-là qui, dans ce contexte actuel, à veille des élections, et toujours le contexte des révisions des AC est toujours un peu plus délicat. Donc, quel est le risque juridique si on tente la convention de reversement? Vous en avez plusieurs en dehors de l'accord de la préfecture. Ça Oui, ne vous prémunit pas de tout risque contentieux. Bon, après, qui aurait intérêt, vous pouvez me dire, oui. à porter cette affaire devant le juge administratif, mais c'est un premier risque en tout cas. Mais c'est-à-dire ça pourrait venir d'une commune concernée. Par exemple, Oui, d'accord. et les autres risques, c'est notamment si pour les années à venir, vous êtes amené de nouveau à délibérer sur cette convention pour éventuellement moduler les montants en fonction justement des montants de l'accompagnement financier qui serait amené à évoluer. Si vous redélibérez, de nouveau, ce risque contentieux se représente puisque vous avez une délibération et donc un nouveau délai de 2 mois supplémentaires pour pouvoir porter l'affaire devant le juge administratif. Si vous avez des évolutions aussi des services au sein de la préfecture à l'occasion de ces délibérations qui pourraient intervenir, les services préfectoraux pourraient dénoncer ces délibérations qui ne sont pas conformes en tout cas à la législation. Et Mhm. puis aussi, il y a aussi un risque que ces éléments ne soient pas compris selon les évolutions de gouvernance politique au sein de l'Interco et des communes membres. Donc que cette délibération ne soit pas comprise dans la mesure où elle ne répond pas aux mécanismes et aux flux financiers qu'on a l'habitude de voir entre les intercos et la commune, enfin et les communes, pardon même. Et un autre risque, c'est éventuellement que votre comptable ou que le comptable des communes concernées bloque le paiement, en tout cas, donc les versements de la compensation à l'interco, dans la mesure où le fondement juridique qui est utilisé n'a pas d'assises et n'est pas juridiquement fondé. D'accord. Bon. Ok, très bien. Merci. Voilà.
Ceci étant, on comprend évidemment le contexte que vous rappelez, madame, de grandes difficultés à ouvrir les AC là, à très peu de mois du renouvellement général de 2026. Et là, voilà, c'est voir dans quelles considérations on se situe d'un côté comme de l'autre pour faire un choix, évidemment. J'ai vu que c'était Ok. une considération qui était partagée par plusieurs de vos collègues dans le chat. Pardon, juste, je reviens sur le mécanisme de modification libre des AC. Si j'ai bien entendu, donc c'est l'interco qui délibère à la majorité des 2 tiers. Les communes concernées, uniquement les communes concernées qui délibèrent à la majorité absolue, enfin la majorité classique. C'est bien ça? Oui, exactement. Et dans la lignée de ce que Madame Jocelyne Hénard vous présentait, il faut en plus que ces délibérations concordantes, on ne l'avait pas mentionné parce que c'est plus du formalisme, elles visent le dernier rapport de la CLECT. Et c'est pour ça qu'elle indiquait que c'était un petit peu artificiel parce que le dernier rapport de la CLECT pourrait être en lien avec une compétence qui n'a absolument rien à voir avec la petite enfance et concerner une autre compétence. Mais pour autant, il faut quand même mentionner ces derniers rapports. C'est une obligation qui est imposée par le Code général des impôts. C'est artificiel, mais c'est en tout cas la D'accord. procédure à respecter. Ok, merci. Merci. Madame Brouat, de nouveau, je vois votre main levée. Oui, pardon. Je vais remettre ma vidéo. Ça vous... oui, je suis pas très familière là de ces procédures. Du coup, j'ai une question peut-être un peu naïve, mais est-ce que le fait de éventuellement louper le coche sur 2025 a des conséquences sur les années suivantes par rapport à à ce passage enfin, à ces délibérations pour l'attribution de compensation, pour le reversement des attributions de compensation? La réponse est non. Dans la seule réponse juridique, hein, évidemment, Oui, et oui, non c'est pas ça, oui, après sur ce que vous mettez en place, bien sûr. parce que ce mécanisme d'attribution de compensation, il est d'abord construit, indépendamment de la question qui nous réunit ce matin, pour compenser les charges transférées à l'intercommunalité à fiscalité professionnelle unique, en tenant compte aussi des transferts de fiscalité professionnelle. Donc ça, pour le dire autrement, à l'origine, c'est le point de départ, c'est vous avez des nouvelles compétences transférées à l'intercommunalité ou des compétences restituées. C'est ça qui fait l'attribution de compensation de base que vous avez pour chacune de vos communes membres. Et ensuite, le mécanisme général qu'on a besoin d'impliquer ici, c'est qu'on puisse adopter des montants libres pour réviser ce montant initial. Mais là, l'élément déclencheur, c'est vraiment la volonté politique locale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvel élément déclencheur qui imposerait un calendrier à suivre pour que vous puissiez faire ça. Donc, pour le dire autrement, c'est ce que vous laissiez entendre. Là, cette année 2025, si c'est plus compliqué, eh bien, ce sera une année sans reversement par les AC modifiés de la compensation du SPPE. Et ça n'empêche pas que les années suivantes, si les conditions sont meilleures pour adopter des délibérations qui modifient librement les AC, vous puissiez le faire. Et votre question soulève un autre aspect sur lequel on avait essayé un peu avec la DGCL, avec Julie Cotel, d'avancer, mais là aussi c'est assez fermé, c'est le fait que les AC, une fois modifiés, soit parce que vous avez une nouvelle compétence d'ailleurs, soit parce que vous la modifiez librement, comme on en parle aujourd'hui, c'est à nouveau définitif. C'est-à-dire que pour le dire autrement, on ne peut pas prévoir que ça ne vaudrait que pour une année, ou que vous ayez d'ailleurs plusieurs années avec différents montants. Donc, la conclusion de cela, c'est que chaque année, si vous voulez vous coller aux montants qui vont évoluer, il faudrait adopter de nouveaux montants libres d'attribution de compensation, comme on le voit. Merci. Est-ce que ça répond? Voilà. Oui, oui, ça répond. Merci. Je vous en prie. J'avais. Je peux intervenir? Oui, bien sûr. Oui. Justement, j'avais une question sur laquelle je suis pas calé à 100%. Et en vue de la collecte de ce soir, votre réponse peut être intéressante. Puisqu'on passe en collecte ce soir, nous, pour déterminer les 50-50, on a déterminé un plan d'action avec des charges
qui nous permettent de justifier cette prise en charge de la OAJE et donc des dépenses qui seraient à justifier en face. Est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable dans le cadre voilà, de la délibération d'intérêt communautaire et ensuite de la procédure de CLECT et de DAC? Est-ce que c'est indispensable de justifier de dépenses nouvelles pour pouvoir justifier de récupérer ce montant au niveau de la DAC? J'espère que je suis clair dans ma question. Oui, oui, oui. C'est une réponse, c'est intéressant parce que euh, en règle générale, la CLECT, on lui demande de faire, pour parler de façon non juridique, une photographie de l'existant qui précédait le transfert de compétences à l'intercommunalité. Or, vous, ce qui vous intéresse davantage, c'est ce qui vient. Et c'est ça qui est intéressant dans votre démarche. Chez vous, pour bien resituer le propos, si je ne me trompe pas, hein, c'est vous avez modifié l'intérêt communautaire attaché à la compétence, et donc vous avez bien l'élément déclencheur juridique de devoir réunir une CLECT. Et après, il faudrait voir si est-ce que ça a entraîné vous n'avez pas en fait eu vraiment de changement de compétence dans les faits, mais bon, c'était une écriture plus statutaire, si j'ai compris, Monsieur Baucher. Oui, chez nous, c'est ça, effectivement. Alors, et ce qui complexifiait un peu la donne, c'était de justifier des dépenses sur le RPE, sachant que c'est une compétence que l'on gère depuis plusieurs années. Donc, c'est pour ça que Ouais. quand on va dire qu'on se fixait politiquement le principe des 50-50, mais on a aussi fait un travail de nouvelles charges, de justificatifs de dépenses qui nous ont permis d'expliquer aux communes que nous avions besoin des 50% parce que nous allions engager un travail sur l'observatoire, sur le schéma, l'animation de la commission que j'évoquais tout à l'heure, que l'on avait une responsable du RPE qui n'était pas financée par la CAF. Voilà, on a aussi dans notre instance expliqué aux communes que l'on avait besoin de récupérer ce montant de dotation et parce qu'on faisait déjà des choses, mais qu'on allait en engager des nouvelles. Alors, c'est sans doute particulier à notre territoire, hein. Tous les territoires ne sont pas dans la même configuration, mais c'est un travail qui nous a permis de bien avancer avec les différentes communes. Je ne sais pas si Très bien. c'était obligatoire. Voilà. Oui, oui, non, mais après, c'est pour bien voir dans quel cas vous vous situez, puis pour que ça puisse être partagé avec les autres participants. Parce que c'est vrai qu'on va essayer de vous répondre avec Julie, vu l'accompagnement qu'on peut donner, mais euh, en gros, pour décomposer les choses, sur le rapport de l'obligation, elle est pratiquement très faible, l'obligation d'avoir réuni la CLECT, vu que votre nouvelle rédaction d'intérêt communautaire n'a en fait pas changé le périmètre réel d'exercice des compétences, hein, pour reprendre la distinction qu'on donnait au début. Et vous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir nourrir ce travail-là d'autres éléments qui sont tout à fait utiles pour fonder le vote de l'attribution de compensation libre. Et c'est ce que vous disiez. Là-dessus, il me semble que quand on a des situations similaires à la vôtre, à celle de votre agglomération, ou notre collègue aux finances, euh, l'intérêt, c'est d'avoir une rédaction du rapport de la CLECT qui permettait à la fois de montrer de façon un peu factice chez vous, comme on le soulignait, que le travail est bien fait pour ce qui est de l'obligation légale, de se mettre d'accord sur ce qui est l'état des transferts de charges, mais vous, ça va ressembler au fait que c'est déjà transféré depuis de nombreuses années. Et puis, que le rapport de la CLECT en question puisse faire figurer les autres éléments. Et alors pourquoi on peut avoir ce type de conseil, mais qui est un conseil général, hein, je vais voir si ça s'applique à votre souhait, hein, c'est que au stade ensuite où votre conseil communautaire va adopter le montant libre des AC pour les communes concernées, pour faire le 50-50 chez vous, on lui demande, ce qui a été rappelé par Madame Jost Lienhardt, c'est qu'il vise le rapport de la CLECT. Et donc ça veut dire qu'il faut que dans les éléments qui sont transmis, cet aspect très procédural soit visible. C'est un peu artificiel dans votre cas de figure, mais ça permet ensuite de bien faire la distinction entre ce qui est demandé. Alors, je ne sais pas si ça répond. Est-ce que toi, d'ailleurs, tu vois d'autres éléments de ce que tu as pu voir à ce propos Non, non, c'est bien ça parce que de manière plus générale, enfin, pour un transfert de charge qui correspond à un transfert de compétences, si jamais le souhait est d'engager une procédure de révision libre des attributions de compensation à cette occasion, lorsque la CLECT se réunit, il faudra qu'elle fasse plusieurs propositions finalement de montant d'attribution de compensation, enfin plusieurs propositions, pardon, d'évaluation des charges qui sont transférées pour pouvoir ensuite que le conseil communautaire, on va dire, sélectionne le montant qui
correspond le plus à l'accord politique, juridique et financier qui a été trouvé en amont avec les communes membres concernées. Donc je rejoins complètement ce que Simon vient de vous exposer. Mais à votre écoute, M. Bochet, si ça ne correspond quand même pas bien à ce que vous avez dans votre situation, parce que là, c'est le problème qu'on a déjà souligné du fait que la loi est mal rédigée dès l'origine. Vous, ça vous a engagé, pardon, à devoir modifier un travail communautaire sans raison fondamentale sur l'étendue de la compétence. Donc après, on essaie de se raccrocher à nos cadres habituels et ça peut créer un petit décalage. Donc on est tout à fait à votre écoute, bien sûr, si on est un peu hors des clous par rapport à ce qui est chez vous. Par ailleurs, j'ajoute ce qui a été mentionné par toujours Madame Jost Lienhardt, c'est que ce rapport de la CLEC, si vous en adoptez un en ce moment, bah, ce sera à nouveau celui qui sera l'élément de référence les années suivantes, sauf si vous réunissez à nouveau la CLEC, mais c'est celui que vous allez viser en toute théorie juridique, on va dire, si vous réadoptez de nouveaux montants d'attribution de compensation libre. Merci Simon et Julie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si vous souhaitez prendre la parole pour des questions, pour nous dire où est-ce que vous en êtes. J'attends de voir s'il y a des demandes de prise de parole avec une main levée, sinon je propose qu'on puisse aborder la question de Madame Monnier là, dans le chat, mais s'il y a des souhaits de prise de parole, évidemment. Alors, s'il n'y a pas de souhait de prise de parole, Madame Monnier demande si la CLEC peut se réunir en 2026 pour récupérer la somme de 2025. Ça, c'est là où, pour reprendre ce qu'on disait à l'instant, on a deux logiques qui ne sont pas les mêmes et on essaie de se raccrocher aux outils de la CLEC et des AC. Comment dire ça? Là, dans votre hypothèse, cela concerne, ce serait donc un nouveau vote pour un nouveau montant d'attribution de compensation libre, dans l'idée de pouvoir récupérer en effet ce qui a été versé un an auparavant. Dans l'absolu, il n'y a pas d'interdiction. Le souci que nous avons par rapport à cela, c'est que si en 2026, vous adoptez un nouveau montant d'attribution de compensation libre, il sera à nouveau figé tant que vous n'en adoptez pas de nouveau. Donc, ce serait l'hypothèse en 2026, vous avez un nouveau montant d'AC qui compilerait les montants de compensation 2025 et 2026, par exemple, ce qui pour l'année 2026 serait juste, mais ne pourrait pas en soi facilement se justifier en 2027 et autres. Donc, si c'est votre hypothèse, ça appellerait logiquement que dès l'année 2027, une nouvelle délibération avec les communes d'ailleurs soit prise pour un nouveau montant d'AC libre qui viennent enlever cette double compensation. De toute façon, on peut penser que vous allez sûrement reprendre de nouveau, vu que la compensation est amenée à évoluer. Mais vous voyez, c'est bien pour distinguer de quoi on parle. C'est en soi, le véhicule le permet, mais il n'est pas destiné à dire qu'on fait un rattrapage sur une seule année. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question, Madame Monnier. Oui, merci. D'accord, bien. Oui, pour la question de Madame Tardieu, s'agissant de savoir si, enfin en tout cas de confirmer si l'attribution de compensation constitue le seul levier pour récupérer la compensation. En effet, on vous le confirme, malheureusement, et avec toutes les difficultés que nous avons évoquées dans le cadre de cette réunion, l'accompagnement financier pourrait être reversé à l'intercommunalité par les communes membres concernées uniquement via les mécanismes des attributions de compensation. Donc on a le montant dans le PLF de cette année, le montant global de la compensation 2026, 87,4 millions d'euros, donc qui vont être répartis comme cette année entre les communes de plus de 3500 habitants, selon les deux indicateurs. Le premier, le nombre de naissances sur la commune,
sur les 3 dernières années, et le deuxième, le potentiel financier des habitants de la commune. Donc cette année, le paiement pour 2025 doit arriver en janvier 2026, et nous, on nous a informé au national que les autres années, le versement aux communes devrait arriver au printemps. Et donc dans le PLF, normalement, en espérant que cette compensation soit pérenne dans le temps, normalement, on aura le montant global de la compensation 2027 dans le prochain PLF. J'imagine que ça remettrait en cause, Christophe, du coup, la compensation pour l'an prochain, mais pour cette année, elle est déjà engagée. Enfin, l'Agence des services et de paiement va procéder au paiement pour 2025. S'il n'y a pas de loi de finances, mais ça, oui, il nous manque notre collègue aux finances, c'est le principe d'une loi spéciale qui reporte les crédits déjà votés, mais il faut voir ce que ça implique. Je crois qu'il y avait, s'il n'y a pas d'autres souhaits de prise de parole, je crois qu'il y avait une question que, si tu peux remonter un peu, mais un peu plus haut là, qui était un peu plus développée. C'était ça. Encore plus haut là? Ouais, mais c'était la même. C'est la même, hein? Oui. D'accord, entendu. Ah oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questionnements dans les discussions, en prise de parole. Dans tous les cas, là, cette réunion, elle est enregistrée. On va la publier sur notre site internet dans la newsletter de ce vendredi. On remettra également tous les liens des textes législatifs, réglementaires, et de nos articles et notes juridiques aussi récentes sur les attributions de compensation. On vous remettra tous ces liens sur la page internet avec le replay d'aujourd'hui. Et nous restons bien sûr tous les 4 à votre disposition, hein, par mail ou téléphone voilà, si vous avez des questions sur la compensation, et de manière plus large sur la petite enfance. On mettra aussi le support PowerPoint sur le site. Et non, c'est sur les autres années. Donc, sur les autres années que le paiement, enfin, le versement se fera au printemps. Merci beaucoup en tout cas pour vos participations ce matin. Merci. Bonne fin de journée. Et oui, et bonne fête de fin d'année aussi.